Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Hey! Salut les garçons! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben ouais, hey! Ben, ça va super bien. Ben ouais, le printemps, il arrive. Là. Oui, ben, on a quand même des grosses différences de température. Ouais, on va finir par arriver l'été. Puis qui dit été dit beau temps dit course à pied. Dit course à pied dit entraînement cardiovasculaire. C'est un peu ça qu'on va travailler, pas travailler, mais qu'on va parler en fait aujourd'hui. Fait que c'est le sujet en fait de notre épisode de l'entraînement cardiovasculaire, parce que si on se fie à notre petite image en fait de la pyramide de l'entraînement, où est-ce que la première étape c'est la nutrition, la deuxième après ça c'est l'entraînement cardiovasculaire. C'est là-dessus qu'on va vouloir se pencher. Donc, une fois qu'on a maîtrisé notre alimentation comme il faut, là, après ça, on veut travailler, en fait, notre deuxième base, qui est notre cardio, en fait. Mm-hmm. Donc, pourquoi, selon vous, est-ce que ça arrive en deuxième rang, l'entraînement cardiovasculaire, pour aider monsieur, madame, tout le monde à améliorer leur capacité physique? Parce que le cœur va agir dans toutes les activités qu'on va faire, donc c'est bien si on peut le renforcer. C'est le muscle principal du corps, hein. Donc si on peut l'entraîner et le renforcer à faire plusieurs choses, ben c'est pas mal de travailler dessus dès le départ. Ouais, exact. Tu vis grâce à ça. Donc, c'est ton moteur. Si ton moteur il run pas comme il faut, mais t'avanceras pas, donc à ce moment-là, ça reste c'est la base. C'est comme un véhicule. Si tu n'entretiens pas ton moteur ou tu lui donnes pas d'essence, t'avances pas. Donc, entraînement cardiovasculaire, ça revient à être ton moteur de ton corps. Quand on parle de moteur pour ton corps, ce serait quoi les facteurs? Qu'est-ce qui explique que notre cœur est en meilleure santé qu'un autre, mettons? Ben ça va, si on parle physiologie et anatomie, ce serait le volume du cœur, c'est-à-dire les cavités qu'il y a dans le cœur, qui peuvent se remplir de sang, et l'épaisseur du muscle. Donc, savoir que, par exemple, un sprinter va avoir des cavités qui sont plus petites, mais un gros muscle avec des fibres musculaires qui agissent très fort et très rapide. Comparé à un athlète d'endurance plus long, lui il a un muscle plus fin mais avec des grosses cavités. Et nous dans le CrossFit et dans l'entraînement fonctionnel, on essaie d'avoir les deux en fait. Ouais, puis on va le voir aussi par le rythme cardiaque. Plus tu es en santé, plus tu as un rythme cardiaque au repos qui est bas, mais qui est santé, dans le sens que tu n'es pas sur le bord de mourir avec un battement à 44. Quand tu es au repos, tu es assis et tu jases, ça veut dire que tu as un cœur qui est capable de fournir extrêmement bien le reste de ton corps sans être obligé de pomper son sang régulièrement avec, comme on dit, c'est comme disait tantôt, Mike s'est installé grâce à sa contraction, sa grosseur, puis le type de fibre qu'il a développé qui va lui permettre de fournir encore plus le restant de tes muscles qui va te permettre de travailler au courant de ta journée. Ouais. Puis Mike, vu que t'es un peu de spécialiste là-dedans, là, pour informer monsieur dans tout le monde, comment est-ce que tu décrirais un peu la job? Tu sais, là, on parle justement des ventricules, de la grosseur, de la puissance du muscle. C'est quoi, en fait, sa job après ça? C'est une fois qu'il pousse le sang, qu'est-ce qui se passe au niveau des échanges? Tout ça, peut peut-être juste clarifier ou simplifier ou vulgariser, en fait, ce schéma. Ouais. Ça passe proche des poumons. Mm-hmm. Le sang est donc chargé en oxygène et va l'apporter vers les organes qui en ont le plus besoin, comme le cerveau et les muscles, et faire un échange alors à ce moment-là avec ces organes pour les gaz qui doivent s'échapper, comme le CO2 par exemple, mais ça c'est plus dans l'endurance musculaire. Donc ça c'est autre chose que le cardiovasculaire, c'est une fois que les gaz sont arrivés, il y a des échanges qui se font, et ça c'est une autre encore, entre guillemets, capacité physique à travailler. OK. Puis ensuite de ça, si une fois que le cœur il pompe le sang, il fait les échanges gazeux, c'est quoi l'indicateur que les échanges ils se font le mieux possible? Si moi je suis quelqu'un qui veut savoir rapidement, est-ce que je suis quelqu'un qui est en forme ou j'ai encore de la capacité à travailler? Ben, la fluctuation de la fréquence cardiaque, donc on a souvent tendance à croire que quand ça monte trop haut, c'est dangereux. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas que ça monte trop haut, c'est que ça redescende pas vite. Fait qu'il faut pas que ça reste longtemps en haut, parce qu'on fait souvent le fameux calcul de 220 moins ton âge, machin, puis, ou 200 moins l'âge, et tu vas avoir alors ta capacité de battement par minute qui sera maximale, et on devrait pas dépasser ça, mais en fait, on va le dépasser même plein de fois à n'importe quel âge, et ce qui est important, c'est de récupérer, en fait, c'est la récupération. Comme je disais à un de mes clients l'autre jour, en séance privée, son entraînement, ça se passe durant son repos.
Donc, on avait comme des minutes on et des minutes off dans son entraînement. Et puis, c'est d'être capable de repartir et de gérer son exercice avec l'intensité appropriée, la bonne technique et tout ça. Mais son entraînement arrivait durant son repos, parce que c'est là que le corps doit travailler le plus fort pour tenter de rester alerte pour repartir. Donc, c'est important. Tu as aussi le principe du VO2 max, Ouais. qui va pouvoir t'aider sur tes échanges gazeux, à savoir plus ton VO2 max est élevé, plus ton transfert entre CO2, O2, ta capacité de transfert de gaz est meilleure, plus tu vas être capable de fournir un effort sur le long terme, récupérer plus facilement, comme Mike disait, dans tes périodes de repos, tout ça. Fait que plus ton chiffre est élevé, mieux c'est pour toi au bout de la ligne. Puis comment on peut définir, tu parles du VO2 max, là, parce que on va vous laisser en aller aussi, c'est comment ça se définit ça, le VO2 max? Ben, on va dire, oui, j'ai un VO2 max de 40, mais c'est 40 quoi? C'est comment que ça se calcule? Puis, qu'est-ce que ça représente, en fait, le VO2 max? Ton VO2 max, ça va représenter ta capacité d'oxygène dans ton sang que tu es capable de transporter puis de maintenir pour être capable de fournir tous tes muscles là, pour être capable de faire ta contraction musculaire qui va t'aider à fournir ton effort. Donc, plus ton nombre de millilitres d'O2 dans ton sang est élevé, plus ça veut dire que tu vas être capable de fournir l'oxygène nécessaire qui va faire ta réaction chimique dans ton muscle pour être capable de transformer ça en réactivité pour faire ton effort physique. Donc, à ce moment-là, si plus tu as d'oxygène, plus tu es capable de dire à ton muscle qu'il va se contracter parce que ton échange va se faire plus facilement. Moins tu as d'oxygène qui se transporte dans tes globules rouges, dans le fond, qui est littéralement tes petits wagons de train pour t'aider à faire tout ça, moins tu en as. Ce que ça va faire, c'est que ta contraction musculaire elle va être plus demandante, donc tu te fatigues beaucoup plus rapidement dans ton effort physique. OK. Fait que le VO2 max, pour clarifier, c'est vraiment la capacité à quelqu'un si on veut charger ses globules rouges pour favoriser le transfert d'oxygène, pour que ses muscles soient plus résistants plus longtemps, ou si on veut, pour que le cardio aussi, les poumons, les échanges gazeux se fassent mieux, en fait. Oui, c'est une donnée qui permet à l'entraîneur de comparer et donc de fournir un protocole d'entraînement à la personne pour le recomparer plus tard et puis découvrir ça s'est amélioré ou bien pas. C'est comme... Pour moi, je vois ça comme une donnée, mais que la plupart des adhérents ne doivent pas spécialement connaître absolument pour s'entraîner. C'est pas quelque chose qui est absolument essentiel à connaître, mais qui est une belle information tout de même. Quand même à savoir, quand même important à savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose rapidement est-ce qu'il y a un test qu'on peut faire à la maison ou whatever qui peut me permettre de calculer sans nécessairement aller sur un tapis roulant, se mettre un masque, puis tout. Il faut se rappeler qu'il y a quelque chose qui peut permettre à monsieur et madame du monde d'estimer son VO2 max. Ça va être un 20 minutes de course, à savoir quelle distance tu vas avoir parcouru sur 20 minutes. Tu calcules ta moyenne de ta vitesse. Ta vitesse, exact. Puis après ça, tu peux aller faire un calcul. Je me souviens plus exactement le calcul précis là, qu'il faut faire, là, mais tu regardes avec ta vitesse moyenne que tu as été chercher, tu peux aller calculer par la suite le VO2 max approximatif que ça t'a donné. Évidemment, tout ça reste approximatif quand tu n'as pas fait exactement avec la masse. Sinon, la beauté de la chose aussi, c'est que tu as toutes les montres Garmin, Polar, sont capables de te le calculer à cette heure. Reste que c'est encore là approximatif, mais tu peux juste installer pendant 5 minutes, tu pars ta montre, tu bouges pas, puis à ce moment-là, mais ça va venir te chercher exactement ton approximation sans avoir été nécessairement faire un effort de 20 minutes puis calculer tout au complet par lui-même par la suite. Il y a plusieurs outils pour t'aider avec ça. Parce qu'on s'entend sur 20 minutes, ça peut être quand même long. Là. Oui, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à vouloir faire cet effort-là non plus. Ouais. Puis, sinon aussi, je pense que sur les concepts 2 aussi, tu peux le faire. Tu rends ton temps, si tu fais un 2000 mètres, peu importe sur un biker ou sur un rameur, puis après ça, sur le site de concept 2, tu rentres tes stats, tu rentres ton poids, tu rentres ton temps que ça t'a pris, puis ça va l'estimer aussi à peu près, je pense. OK. Ça peut quand même ça peut être une autre ressource qui peut être intéressante à aller faire et tester. Puis 2000 mètres, ça va prendre à peu près 7, 8 minutes, 9 minutes, dépendamment pour qui. Mais tu sais, c'est peut-être un peu moins long que faire 10 minutes, puis c'est quelque chose qu'on va n'importe. Ou si vous avez un rameur dans votre gym, peu importe, tu peux le tester aussi. Puis ça peut être comme Mike disait, un bon indicateur en fait. C'est une des données sur lesquelles on peut regarder, mais c'est peut-être un bon point de départ, une statistique tu peux partir, puis après ça, voir si ça s'améliore tranquillement pas vite. Oui, c'est ça. Et de comparer un test avec le même test, bien sûr. Si tu choisis un 2000 mètres, de refaire un 2000 mètres plutôt que de switcher d'une distance pour un temps ou un temps pour une distance. Exact. Donc, suite à ça, tu sais, si. Là, c'est vraiment un peu plus clair par rapport à comment est-ce qu'on définit le cardio en tant que tel. C'est oui,
le muscle du cœur en tant que tel, puis après ça, c'est quoi un peu pour que ça pousse le sang, à favoriser les échanges gazeux, puis avoir une plus grande capacité de transport en oxygène, en fait. Comment est-ce que l'entraînement fonctionnel, selon vous, va vous permettre à quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, ou un membre ici, d'améliorer son cardiovasculaire, en fait, de faire l'entraînement fonctionnel? Ben, c'est la plus grosse demande d'oxygène. C'est des mouvements qui sont, comme on sait, les mouvements fonctionnels, qui vont consommer le maximum, ils sont tellement demandants en énergie qu'ils vont consommer le plus d'oxygène. Donc, la réaction physiologique de ça, c'est de créer cette augmentation de myoglobine dans le sang, donc les petits trains dont tu parlais, ou tout simplement l'efficacité des alvéoles dans les poumons. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on peut le faire avec n'importe quoi, mais c'est sûr que si tu le fais avec un leg raise, comparé à des squats, tu vas avoir plus de output avec un squat qu'un leg raise. Certains vont dire que la natation va être un peu plus efficace que la course à pied si c'était la VO2 max pure ou le cyclisme, mais c'est assez... Il faut essayer de voir dans quel domaine tu essaies de te spécialiser ou d'être plutôt un généraliste pour ta santé. Donc oui, effectivement, une personne qui va venir faire de l'entraînement fonctionnel va voir sa VO2 max augmenter rapidement. Donc se sentir beaucoup mieux, en tout cas, avec la santé du cœur. Puis c'est quel principe, Marc, qui fait que quelqu'un qui part à 0, exemple, on part du baseline 0, puis qui va faire en sorte qu'il va s'améliorer plus rapidement son VO2 max? Est-ce que c'est en faisant faire de l'entraînement fonctionnel ou en commençant à faire un programme de course ou de vélo? Selon toi, qu'est-ce qui va favoriser une augmentation rapide du VO2 max? Ben, c'est probablement plus de chance avec l'entraînement fonctionnel. Je dis pas que course puis vélo, ça marcherait pas. Mais comme Mike dit depuis tantôt, c'est les mouvements fonctionnels. Il y a plus de groupes musculaires qui travaillent dedans, qui fait que quelqu'un qui commence à la base 0-0, automatiquement, la diversité de l'entraînement fonctionnel que ça l'amène, tu te retrouves à travailler plusieurs facettes différentes. On va se retrouver à travailler en intervalle court, en intervalle moyen, long. Des fois, on va travailler sur juste un effort à long terme, un effort à court terme, ou même des efforts moyens, qui fait que ton cœur doit s'adapter à plusieurs stress, qui fait qu'à ce moment-là, l'évolution se fait plus rapidement. À la course puis au vélo, la différenciation par rapport à ça, c'est que oui, tu vas aller chercher le court, moyen, long terme, en intervalle ou en continu. Par contre, tu ne vas pas aller chercher la même surface musculaire qui va venir travailler soit en explosif, soit en force, soit en endurance, qui fait que ton cœur va finir par s'adapter un petit peu plus rapidement à l'effort que tu demandes que l'entraînement fonctionnel. L'entraînement fonctionnel, où est-ce qu'on a plusieurs mouvements différents, que je peux demander de faire un heavy back squat, puis après ça d'aller courir 400 mètres, mais ton stress métabolique que tu crées sur le corps n'est pas le même que si tu demandes au cycliste, par exemple, de dire ben, tu vas faire un sprint sur 1 minute, puis après ça, tu vas faire pendant 10 minutes un active recovery sur ton vélo. Oui, les gens vont travailler dans les deux cas, mais les gens ne vont pas travailler avec le même effort physique créé par un aspect externe qui serait dans l'entraînement fonctionnel, mais à la barre avec le poids. Puis sur la course, mais tu as ton poids du corps qui te fait travailler. Tandis que sur le vélo, à ce moment-là, mais ton poids du corps qui t'aide à venir faire avancer ton vélo plus vite. Fait que ça serait un peu comme ça, je l'expliquerais, puis mais ça n'enlève rien à la course pour vélo encore une fois. Là. C'est juste que tu as plus de diversité possible avec l'entraînement fonctionnel qui permet de toujours battre le plateau que tu vas atteindre parce que tu vas venir créer un nouveau stress sur ton corps qui n'est pas habitué, qui va vouloir faire une nouvelle adaptation que tu continues d'avancer à chaque fois. Ouais, ça veut rien dire on parle d'entraînement spécifique ou généralisé. Ouais. Moi, je pense que les gains de VO2 max sur le vélo sont excellents. Ceux dans le mouvement fonctionnel sont excellents aussi, mais disons que ceux dans le mouvement fonctionnel sont peut-être plus transférables à d'autres activités que celui du vélo, par exemple. Tout comme si on oubliait l'entraînement fonctionnel et qu'on comparait la course à pied avec le vélo, ben, y en a un qui est plus transférable à l'autre, juste à cause des chocs. Tout simplement, la course à pied, pour la même VO2 max, ben, le coureur va être meilleur en cyclisme qu'un cycliste meilleur en course à pied si on comparait ces athlètes-là. Donc, pour les gens qui recherchent leur santé et qui veulent faire des activités en dehors, comme le vélo, la natation, le kayak, peu importe, durant l'été, eh bien, ils auront plus de chance et plus d'amusement dans ces activités-là s'ils font de l'entraînement fonctionnel que s'ils font tout simplement un entraînement de vélo qui sera spécifique pour le vélo. Donc, je dirais que l'été arrive, les gens qui veulent faire plus de vélo à ce moment-là doivent justement venir plus de fois dans le gym parce que ça va leur permettre de
de rouler à vélo de manière plus agréable, je trouve. Je trouve que c'est un fait, en fait. Oui, c'est un fait. Est-ce que c'est le fait d'aller... On parle souvent que l'entraînement fonctionnel, c'est vraiment plus comme haute intensité. Est-ce que... Puis on parle encore une fois d'intensité relative, là, mais est-ce que c'est un peu grâce à ces intervalles-là? Parce qu'on connaît un peu le principe d'intervalle, d'entraînement par intervalle. Est-ce que c'est ça qui fait que le VO2 max ou la capacité cardiovasculaire s'améliore aussi? Est-ce que l'entraînement, juste de faire des intervalles à un moment donné, ça peut en créer un certain plateau? C'est quoi un peu votre vision là-dessus par rapport à justement l'entraînement par intervalle? Est-ce que c'est comme la solution ou c'est comme de mixer tout ça ensemble? Ben, il faudrait que je me retrouve dans cette étude que j'avais eu l'occasion de lire. C'était une comparaison entre les exercices aérobiques et anaérobiques. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où l'oxygène est un peu plus disponible et l'autre où ça n'est pas disponible. Donc, plutôt l'entraînement en intervalle, comme tu viens de dire. Et on avait découvert que quand on faisait de l'aérobie, là où l'oxygène est disponible, c'est-à-dire des plus longues distances, des plus gros volumes, des choses pareilles, toujours avec une belle intensité, mais pas aussi forte que l'anaérobique, par exemple, on voyait que la capacité cardiovasculaire et l'endurance montaient. Mais on perdait de la force, on perdait de la puissance et on perdait de la vitesse. À l'inverse, lorsqu'on faisait de l'anaérobie, on remarquait que la force, la puissance et la vitesse restaient là. Donc ça veut dire ça se transfère vers une santé des articulations et une force musculaire qui reste donc importante pour la santé. Mais on voyait que l'endurance et le cardio montaient aussi. Fait que quand on arrive à faire ceci puis qu'on vient jouer avec quelques activités, c'est pas mal. Donc moi je dirais que, mettons qu'on adore le vélo, ce qui serait hot, ce serait d'être majoritairement dans le gym pour aller faire un peu de vélo pour compléter son atout santé, mettons, plutôt que l'inverse. Je ferais plutôt 4 fois dans le gym, 3 fois à vélo que l'inverse, par semaine. Ouais, je pense que je partage la même ordre d'idée là-dessus, dans le sens que il n'y a pas de recette magique. Tout le monde va s'adapter différemment, mais reste que le principe, comme l'étude à Mike qui vient de nommer, je l'avais vu passer moi aussi, puis c'est vraiment, dans le fond, l'effort à court terme qui vise la puissance, mais ça va t'aider à t'améliorer sur tout ce que Mike a développé, a élaboré tantôt, mais au bout de la ligne, c'est que c'est plus facilement transférable sur du long terme que l'inverse. Le long terme est plus difficilement transférable sur le court terme. Puis ça, on peut le voir avec le principe des fibres musculaires. Tes fast twitch puis tes slow twitch qu'on appelle, là. Mais tes fast, ils peuvent finir par se transformer en slow. Mais tes slow peuvent pas se transformer en fast. Il y a eu des études sur l'anatomie humaine là-dessus pour voir un sprinter qu'on commençait à l'entraîner pour devenir un marathonien, comment que ses fibres musculaires les réagir, mais on voyait que ses fibres se transformaient tranquillement pas vite, c'est fast twitch vers du slow twitch, puis il en perdait un petit peu là, de fast qui permettait de devenir plus un coureur d'endurance, mais l'inverse, le marathonien vers le sprinter, il y avait beaucoup de difficultés à venir chercher la puissance pour leur transmettre. Ça faisait pas que c'était impossible, mais il partait tout de suite avec une longueur de retard sur celui qui était sprinter à la base. Donc, ça revient un peu au principe. Si on va chercher les experts, par exemple, dans les CrossFit Games, il y en a beaucoup que, quand on voit un événement d'endurance sortir, comme de course avec du rameur ou de la nage ou du vélo, mais eux, c'est des experts là-dedans parce qu'ils sont reconnus pour avoir un bon cardio, d'être capable de tenir longtemps. Puis là, on va venir les voir sur des événements plus courts. Par exemple, on va y aller carrément à l'inverse, un Olympic weightlifting. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est eux les experts là-dedans. Ils vont avoir un petit peu plus de difficultés, mais l'expert de l'Olympic weightlifting, il peut travailler pour devenir meilleur là-dedans. Puis je pense à un meilleur exemple, c'est Jeff Adler. C'est un des plus forts qu'il y a dans le monde de CrossFit. Puis on l'a vu dernièrement dans les événements de course, dans les événements de rameur. Il a tellement travaillé sur ça, mais il a réussi à le développer. Ouais. Mais l'inverse est beaucoup plus difficile. Puis ça, je pense à un des bons exemples à voir, mais c'est Emily Rolfe au Canada. C'est une experte quand il y a un événement d'endurance. Tout le monde est comme, c'est elle qui va gagner. Là, on arrive, quand ça tombe en force, elle est bonne. Tu sais, je dis pas qu'elle est pas bonne, mais on met jamais notre 2$ sur elle pour dire que c'est elle qui va gagner l'événement de force. Mm-hmm. Ça me rappelle, tu parles de Jeff Adler avant, mais même ça a été la même histoire de Matt Fraser. Ça a été, il était au championnat haltérophile, il était haltérophile pour la team USA. Puis après ça, il fait comme, je vais rajouter du cardio là-dedans.
Puis finalement, ben, toute sa force qu'il avait accumulée dans son passé d'haltérophile, ben, il l'a pas nécessairement perdu. T'sais. Il avait juste à faire un peu de maintien. Puis du cardio, ça s'est gagné un petit peu plus rapidement. T'sais. C'est Ben Bergeron qui disait aussi la même chose. Il dit, moi, quelqu'un qui va faire squatter, on va faire 4 semaines d'intervalle, puis il va être aussi bon que... il va avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Parce que le cardio, il se regagne quand même plus rapidement que la force. Ouais. Avez-vous une idée de combien de temps ça peut prendre pour quelqu'un qui veut juste améliorer son cardio, mais qui a quand même une bonne force physique, une bonne puissance, puis qui te fait comme hey, moi, j'aimerais ça améliorer ma capacité cardiovasculaire. Combien de temps ça peut prendre? Moi, je dirais, ça va dépendre de l'event, mais ça peut partir entre, je dirais, 6 semaines et 12 semaines. Ouais, 6 semaines au plus court, c'est-à-dire ton event n'est pas si important pour toi, mais tu vas avoir quand même quelque chose d'agréable. 12 semaines, bon, ben, c'est déjà mieux, et puis tu pourras faire ton événement en étant compétitif éventuellement et sans te blesser non plus. Là. Je pense que... Je pense que c'est comme le barème standard, entre parenthèses, qu'on va pouvoir se donner. C'est sûr qu'il va y avoir des freaks de la nature puis qui vont venir chambouler tout ça, mais 6 à 12 semaines, ça peut le faire. Mais regarde, un exemple qu'on a directement ici, Simon Paquette, là, je veux dire, il a été au CrossFit Games Master au mois de septembre. On s'entend qu'il s'est entraîné 3 fois par semaine pour faire ça. On a travaillé sa force, mais plus en maintien. Il est arrivé au CrossFit Games, il avait un RM front squat. On l'avait pas tant travaillé. Il est arrivé à 10 livres de son all-time PR. Un mois après, il est en train de faire l'ultramarathon de Bromont. Puis il n'y a eu aucune difficulté. Puis je le mets entre parenthèses, parce que s'il entend cette émission-là, il va me dire hey, le fou, j'ai eu de la misère. Mais il n'y a eu aucune difficulté à être capable de faire l'événement au complet, puis de passer au travers, puis de dire j'ai la capacité cardiovasculaire et musculaire, parce qu'il veut pas. Il avait besoin de ses muscles pour être capable d'endurer le up and down de la montagne. Il n'y a eu aucune difficulté à le faire, parce qu'il était déjà très fort. Pure strength, puis explosif, il l'avait déjà. Puis ça s'est super bien transformé par la suite pour ça. Il n'a pas eu peur d'attaquer un 160 exact. km. Moi, j'aurais eu peur. Ouais, ça prend une certaine peur. Tu le vois aussi avec la fameuse vague IROX. Tu vois, les champions sont quand même assez impressionnants là, quand tu vois ceux qui sont spécifiques au sport du IROX. Comparé, ma blonde m'a montré l'autre jour que, apparemment, Tia Claire Toomey aurait gagné en équipe, aurait été première d'un IROX officiel. Là, comme, OK, c'est parce que... Puis les deux, avec Newbury, ils couraient quand même genre en bas de 4 du kilo. C'est solide. Là. C'est quand même un pace rapide pour les coureurs. Là. On peut amener des CrossFitters dans le sport du IROX. On pourrait ramener des IROXers, mais peut-être pas au niveau des CrossFit Games. Non. On ne verrait pas ça. Ils l'ont essayé. C'est quoi, c'est pas en 2018 ou en 2019 quand ils ont invité... le shérif, là? Je me souviens pas de son nom, là, mais tu sais, la grosse vague où est-ce que t'es champion du monde, ton champion de pays, il venait, tu gagnais un Sanctional, tu venais, tu finissais dans l'Open, tu venais. Puis il coupait 50%. Exact, il coupait 50% après le premier workout, puis il avait fait comme... Il avait invité Ben Smith parce qu'il n'avait pas réussi à se classer, puis il avait invité justement lui, le shérif, mais je me souviens pas de son nom. Je vois sa face, exact. Il est très impliqué. Et puis, la différence, parce qu'il y en a un qui est plus global sur ta forme physique, avec un excellent développement de la VO2 max, puis l'autre qui est très spécifique, puisque c'est un sport. On en parlait justement dans d'autres podcasts, mais c'est vraiment deux choses différentes. Fait que l'endurance, fait plus facile de partir quelqu'un qui fait plus de la force puis de l'amener vers le cardio que quelqu'un... Ben, c'est pas nécessairement plus facile, c'est juste le processus est vraiment plus long. Parce qu'on s'entend gagner de la force, c'est quand même long. Oui. Versus gagner un cardio où est-ce que l'adaptation peut se faire plus rapidement aussi. C'est quoi l'impact par rapport à je vais améliorer mon cardio? Est-ce que, selon vous, c'est quoi les limitations qu'il peut avoir par rapport à quelqu'un qui veut améliorer son cardio, en fait? Tu sais, quand je parle de ça, c'est hey, je veux commencer à courir, mais j'ai jamais couru. Ou je cours pas beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai une grosse masse musculaire à transporter. Fait que ce serait quoi à faire attention? Ce serait quoi mes limitations? Tu sais? Le volume d'entraînement dans un premier temps. L'équipement que tu vas utiliser, par exemple, si tu mets à courir des bonnes chaussures de course. C'est sûr que nous, on a tendance, lorsqu'on pratique notre entraînement, un mouvement fonctionnel type CrossFit, on court avec nos Nano ou bien nos Metcon parce que les distances sont relativement courtes. Mais si tu veux commencer à t'entraîner pour la course à pied, peut-être des bonnes chaussures de course. Et parler avec ton entraîneur à propos du volume de course que tu vas faire, parce que
généralement, les gens qui sont motivés à faire de la course sont très motivés dès le départ. Puis ils s'enclenchent un 10 km alors qu'ils n'ont plus couru 2 km depuis des mois. Et ils se réveillent le lendemain matin avec des muscles raqués, des bobos aux genoux, éventuellement dans le dos. Tout fait mal, en fait. C'est d'y aller progressivement avec le bon équipement et le bon encadrement, je dirais. D'autres choses, Marc, de ton côté? C'est l'intensité aussi, puis c'est de savoir les limitations de la personne. C'est as-tu des conditions X, Y, Z qui pourraient venir te nuire, que ce soit des conditions de santé, donc cardiaque. Je veux dire, c'est à savoir est-ce que tu vas être capable de fournir l'intensité qu'on va te demander de mettre. Faut-tu jouer avec un barème plus bas ou plus haut? Peux-tu te permettre de te faire des accélérations, exemple, à 90%, à 100%, éventuellement dans le programme qui avance? Tout ça, ou ta condition cardiaque, il faut que je reste tout le temps en bas, exemple, de 80% d'efforts perçus. Puis après ça, c'est est-ce que tu as des douleurs, est-ce que tu as des blessures ou des antécédents, surtout au niveau articulaire? Mike en parlait, genoux, hanches, chevilles. Est-ce que c'est bien en santé? Puis il faut quand même que tu continues à bâtir ça. Donc, tu peux pas dire, un coureur, selon moi, ne devrait jamais dire, hey, je me prépare pour mon marathon. Je vais courir 6 fois semaine, ça va être suffisant. Juste la course, oui, évidemment, tu te prépares pour ton activité sportive, qui est ton objectif, le marathon, mais pour te rendre là, tu n'as pas juste besoin de courir. Oui, tu as besoin que ton cœur s'améliore, ton cardio, mais tu as besoin d'avoir des articulations en santé, puis une certaine masse musculaire pour t'aider à transporter ton corps et à subir l'impact que tu vas subir tout le long de ta course. Donc, c'est de là aussi l'important de te poser la question, de dire, tes genoux sont-ils en santé, ton bas de dos? Ouais. C'est tous des petits détails que la personne qui va se lancer ce défi-là, qui n'a pas de background, qui a zéro background en entraînement, quoi que ce soit, qui ne pensera pas à ces détails-là. C'est là notre travail à nous de s'assurer de poser les bonnes questions en tant que kin puis entraîneur, de dire, hey, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? C'est un processus que tu veux entamer vers ça ou toi, dans ta tête, c'est juste la course? Si c'était juste la course, vas-y, mais je t'avertis qu'il y a telle chose qui pourrait se passer à ce moment-là. Est-ce que en fait, c'est pas nécessairement une question, mais plus, personnellement, qu'est-ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il y a quand même un entraînement au volume à faire, pas nécessairement pour améliorer la capacité, mais pour améliorer l'endurance à l'impact. Qu'est-ce que tu fais beaucoup de courses, mettons, moi, l'été passé, je voulais m'inscrire, je m'étais inscrit au relais Christian Vachon, j'avais une couple de kilomètres à faire, mais j'ai vraiment été progressif pendant mon été, puis c'est ça que je pense qu'il y avait de la différence quand j'ai fini ma journée, ça m'a pas pris une semaine à m'en remettre. Le lendemain, j'étais quand même assez fresh, puis j'avais pas mal nulle part. Puis je pense que ce volume-là est quand même important aussi à construire. Tu dis, comme Mike disait, tu peux pas partir de zéro et aller courir 10 km sans rien ressentir. À moins que faut que tu n'aies fait avant, absolument. Ça, c'est sûr. Même si c'était les meilleurs shoes ou les meilleurs kits ou la meilleure whatever, si tu n'as pas fait avant, il y a des bonnes chances que tes chevilles, puis tes pieds, puis tes genoux fassent mal un petit peu le lendemain. Ouais. Puis même, comme tu dis, gérer l'impact, donc augmenter progressivement ton volume, mais aussi si tu fais des plus grandes courses, des grandes distances, gérer ton énergie. Voir si tu as besoin d'avoir une supplémentation ou bien une certaine alimentation qui va t'aider durant ta course, avant, pendant et après, par exemple. Mais comprendre ça, c'est pas en faisant un tout gros volume, puis après ça en disant, OK, j'ai vu les autres prendre des pâtes de fruits, je vais prendre ça pour la première fois le jour de ma course. Il faut tester ces choses-là avant. C'est ça. Est-ce que, selon vous, ça serait favorable à quelqu'un qui fait spécifiquement l'entraînement fonctionnel, qui dit, moi, je me concentre là-dessus, est-ce que ça vaudrait la peine pour lui qui segmente ou qui fasse des blocs? Moi, il faut vraiment que j'améliore mon cardio parce que je suis pas endurant. Est-ce que ça vaudrait la peine que je fasse, exemple, je prends 2 mois off d'entraînement fonctionnel puis je me fais juste du cardio? Non, parce que ton cardio d'entraînement fonctionnel n'est pas la même chose qu'un cardio juste de course, un cardio juste de natation, de vélo, à cause du mouvement comme tel. On n'arrête pas d'en parler tantôt, c'est un mouvement plus articulaire, il y a beaucoup de surface musculaire qui travaille, tout ça. Donc, ton échange gazeux qui se fait, tu as besoin de le faire avec une masse musculaire plus grande, de manière répétée plus rapidement sur un certain domaine de temps. Fait, est-ce que moi, ça serait plus diminue peut-être ta concentration, entraînement fonctionnel, puis intègre du cardio, seulement du cardio à part, mais arrête pas pour juste faire ça. Tu vas revenir, oui, ton cardio, techniquement, il va être meilleur,
mais il ne sera pas 100% applicable à la réalité du mouvement de l'entraînement fonctionnel. Ouais, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation. Et il y avait quand même un bon petit niveau là-dedans. Et puis, avec les amis, on allait s'entraîner. Puis, le coach, bon, c'était vraiment cool. Et puis, on pensait que c'était suffisant. Puis, quand je suis arrivé au Québec et que j'ai vu que le CrossFit existait, puis que le mouvement fonctionnel mesuré, observé, répété, bon, tout ça avec une structure qui commençait à se former, était relativement efficace sur mon fitness général, ben, je me suis dit, c'est dommage de ne pas avoir vu ça. Quand j'étais nageur, j'aurais été un meilleur nageur, par exemple. Simplement parce qu'il y avait plus de force, plus d'explosivité, la récupération était plus facile. Parce que justement, ce qu'on fait dans le gym de mouvement fonctionnel, ben, c'est la fondation. Et après ça, la course à pied, ici, ce sera plus du spécifique. Si tu vas faire du spécifique sans avoir une fondation solide, je pense pas que ce soit le plus recommandé. On le voit d'ailleurs dans tous les sports, même hors de la course. On regarde juste le hockey, le off-ice training commence à devenir de plus en plus important pour les joueurs. Alors que dans le temps, je vous imaginais que c'était sur la glace que ça se passait tout le temps. Pouvez-vous donner un peu plus d'exemples ou détailler un peu plus comment est-ce que justement construire une base, une bonne fondation va avoir un grand impact sur quelqu'un qui fait plus de l'aspect cardio, justement. Fait que l'inverse, où est-ce que je peux bâtir, exemple, si j'améliore ma force de jambe, j'améliore ma force de bras, ou améliorer juste si je bâtis plus de muscles, comment est-ce que ça va affecter ma performance au niveau du cardio ou de la course à pied? Mettons, on prend l'exemple d'un coureur. Si quelqu'un vient un coureur, puis qui dit moi, je suis capable de courir en bas de 4 kilos, qu'est-ce que ça va impacter si je suis capable d'améliorer ma force? Je faisais un back squat à 135, puis là, je suis capable de monter à 225. Comment est-ce que son amélioration de force va avoir un impact sur son cardio? La structure musculaire qui entoure les articulations. Aussi simple que ça. Là, si on peut dumb down un petit peu de ce que ça ressemblerait, la structure du genou sera plus protégée, donc la personne va pouvoir pousser plus dessus. Le dos va être plus protégé. C'est un petit peu comme si c'était une voiture de course qui fait déjà une très très belle performance et on lui dit on va renforcer tes essieux, tu vas pouvoir pousser encore plus fort pour aller encore avoir plus de performance sur ta course à pied. Ça s'établit justement avec un bon plan d'entraînement. Comme Marc le disait, on ne veut pas que tu vives dans le gym non plus, c'est pas ça l'objectif. Mais si tu ne viens jamais dans le gym pour travailler justement avec du mouvement fonctionnel, comme par exemple ici pour un coureur spécifiquement, le squat et le deadlift. Et le squat, on peut même aller jusqu'à front squat et back squat, pas besoin d'aller au-dessus de la tête spécialement. Et le deadlift, c'est amplement suffisant pour travailler, renforcer une structure des structures articulaires pour aller faire de la course après, puis spécifier ça là-dessus. Mais c'est important. C'est le coureur qui court sans avoir squatté. J'ai peur pour ses genoux quand même. Et son dos, là, on connaît presque le moment où ça va s'arrêter la course pour lui. Et ce sera dommage parce que lui, il va dire c'est mon âge ou c'est mon volume d'entraînement. Alors que c'est pas lié à ça. On peut le prévenir. On peut prévenir les blessures grâce au mouvement fonctionnel. Et voilà. Enfin, c'est maintenant devenu quelque chose qui est un fait qu'on peut vérifier. Et c'est pas une opinion. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que, est-ce que on passe peut-être sur un autre ordre d'idée un peu. Comment est-ce qu'on peut rendre ce travail cardio-là? Parce que le cardio, je pense que c'est un peu un mythe de faire comme moi, il faut que j'aille courir 2 heures. Il faut que je fasse du vélo pendant 3 heures. Les gens peut-être ont une mauvaise relation à faire du cardio, ils n'aiment peut-être pas tant que ça. Fait, comment est-ce qu'on peut rendre ça intéressant ou comment l'entraînement fonctionnel rend ça intéressant ou on veut plus concis si on veut en termes de temps? En 45 minutes, t'es rendu à terre puis t'es au bout de ta vie. Ouais, mais comment ça arrive? Pourquoi ça arrive, ça, de finir à terre en restant dans le même pied carré, mettons? C'est par rapport à l'intensité qu'on va y mettre, l'intensité relative et l'intensité absolue qu'on parle depuis, je pense, au début de notre podcast par rapport à ça. Mike l'avait expliqué au premier épisode, puis ça reste encore un principe qui va s'appliquer dans tout ça. L'intensité que tu décides d'y mettre dans ton 4x6 qui nous permet de rester là et de dire qu'à la fin on est au bout, ben c'est est-ce que je t'allais respecter un certain stimuli puis dire mais mon intensité que j'ai mis, ça respecte exemple le 8 sur 10 que je voulais que l'entraîneur aille chercher. Est-ce que ça respectait le 10 sur 10 pour un certain mouvement? Si on fait exemple un 1 rep max d'haltérophilie ou un 1 rep max de squat, de deadlift, peu importe, mais là tu es à 10 sur 10. Mais c'est
cette capacité-là, tu as quand même poussé au bout, qui fait que tu as un changement métabolique qui va quand même venir, au bout de la ligne, t'aider à améliorer ton cardio, que ça soit de 1% ou, exemple, qu'on ferait un entraînement de 30 minutes en intervalle, comme à chaque 5 minutes, tu fais 500 mètres à l'heure, 20 burpees, puis 40 wall balls, exemple. Là, tu roules ça, tu fais 4 rondes, à chaque 5 minutes, tu repasses, tu finis avant, mais tu as 2 minutes de pause. Fait que c'est des intervalles cachés, mais là, l'intensité, là, qu'on va aller chercher, c'est l'entraîneur dirait, mais faut tout le temps tailler 1 minute et demie de pause. Mais parfait, là, tu vas jouer sur le nombre de répétitions, sur l'intensité que tu vas déployer sur ton rameur, sur le poids que tu vas prendre de ton wall ball pour être capable de rentrer dans le temps, tout ça. Puis, mais là, tu vas l'avoir travaillé en intervalle court, avec un petit repos. L'autre, tu vas l'avoir, tu sais, ton one rep max, lui, il va t'avoir donné 5% de mieux, mais cet intervalle-là va peut-être avoir fait gagner 40% de mieux sur ton cardio. Mais c'est tout le principe de l'intensité que tu y mets au bout de la ligne. C'est ça la beauté de l'entraînement fonctionnel, c'est que on a comme rien à la... Je vais dire, tu n'as aucune limitation dans l'entraînement fonctionnel pour t'aider à améliorer le cardiovasculaire. Tout reste par rapport au principe de l'intensité, es-tu respecté? Puis, as-tu respecté tes limites individuellement parlant à toi pour être capable de mettre l'effort nécessaire? Est-ce que de finir couché à terre à chacun des trainings est un bon signe que tu as fait un bon entraînement cardio? Non. Bah, non, c'est un deuxième, c'est comme d'avoir transpiré ou de s'être ouvert les mains. Tu peux finir par terre, mais tu n'es pas obligé d'aller jusque là. Et puis, c'est pas parce que tu finis par terre que l'entraînement est forcément bon, parce que tu peux finir par terre parce que tu viens de manger ton repas, et puis l'entraînement, il s'est mal passé, il faut que tu te couches, justement. Fait que, non, les gens pensent toujours que l'entraînement fonctionnel qu'on fait, c'est intense à être trop intense. En fait, non, il y a une intensité optimale, justement, qui se calcule et qui va correspondre à, en fait, pour que monsieur et madame tout le monde puisse le comprendre, à la capacité de récupérer plus ou moins vite. Donc, ce qui est hot quand tu viens dans un gym de mouvement fonctionnel, c'est que, en dehors d'une heure, tu as eu ton warm-up, ton entraînement et des gains sur ton fitness qui seront une bonne fondation et qui vont te permettre d'aller travailler maintenant ta course à pied, si tu veux ajouter ça comme sport dans ta vie, et qui va te permettre de enjoy justement la course à pied. Pour avoir participé à une de ces fameuses courses de type IROX il y a quelques mois, eh bien, la course à pied, ça ressemble, et l'effort qu'il fallait fournir ressemblait à des entraînements qu'on fait dans le gym. Et donc, le premier avantage des athlètes de mouvement fonctionnel type CrossFit, c'est qu'ils reconnaissent l'effort. Ils disent, OK, je sais ce que c'est ça, j'ai pas vraiment mal, c'est juste que ça forme aussi la tête. Tu sais, partir pour un 10 km, à un moment donné, tu peux être comme, hey man, je vais jamais tenir. Mais si tu résistes à un entraînement comme par exemple Fran en dessous de 3 minutes ou un entraînement un AMRAP de 20 minutes et que tu arrives à faire une intensité relative assez élevée, tu formes aussi ton mental. Et c'est pour ça, en moins d'une heure. Fait que c'est quand même bien comme qualité, je pense. C'est vrai que, tu sais, ça reste comme... C'est pas à négliger non plus le fait que, oui, il y a des fois que tu vas un peu, ce qu'on appelle dans le pain cave, où est-ce que tu vois un peu plus noir, puis là, tu fais comme, OK, là, je travaille aussi le mental. Mais je pense que ça a un gros impact sur quelqu'un qui se prépare à faire comme, moi, je vais aller faire courir 10 km. Tu sais quand même plus gager ton intensité, puis tu sais que dans ton 10 km, tu n'iras pas nécessairement dans où est-ce que c'est plus dark un petit peu, là. Fait que, oui, l'entraînement fonctionnel va avoir l'effet sur ton cardio aussi, mais je pense que au niveau du mental, ça a un encore plus gros impact. Tu es capable de creuser un peu plus là-dedans. Tu sais, comme il me semble que toi, Simon, et puis Marco, vous faites une épreuve l'année prochaine dans les Alpes. Moi, non seulement ça prend de la préparation spécifique, c'est sûr, donc c'est une épreuve de ski, donc une préparation spécifique très claire, mais une fondation qui est assez solide, qui permettra cet entraînement spécifique. Et au-dessus de ça, un mental quand même relativement tough. Là, je connais pas exactement l'épreuve, mais quand tu l'avais raconté, j'étais comme, hey, man, c'est comme plusieurs centaines de kilomètres dans la neige où tu t'es parti, je pense même plusieurs jours, il me semble. Non, c'est juste une journée. En fait. Tu vois, ça ressemblait à plusieurs jours pour moi. C'est ça, exact. Mais la fondation doit être solide pour aller mettre du spécifique qui est très, très, très fort, justement. Si tu n'as pas cette fondation, oui, tu vas peut-être le faire, mais je ne sais pas si tu vas en sortir indemne de ce truc-là. Non, c'est ça. Il faut quand même se préparer, comme tu dis, spécifiquement. Je pense que le gros de la job là-dedans va plus être mental
je pense personnellement, parce que c'est quand même 55 km, 4000 mètres de dénivelé qu'on va faire positif. C'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'ai fait, mais si je me mets à la place de Simon, mais Simon a déjà fait 160 km avec jamais à peu près 4500 de dénivelé. Fait qu'il refait quelque chose qu'il va avoir simplement fait, peut-être sur un temps plus court. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Fait que je te dirais que oui, mon cardio, je vais travailler là-dessus pendant toute la prochaine année. Surtout aller chercher plus de dénivelé, mais surtout aller chercher plus de l'endurance peut-être mentale. Ça reste que ici, on peut faire des 20-25 minutes intenses, mais là, c'est comme plus 8, 9, 10 heures. Où est-ce que là, ça va être comme OK, ça arrive-tu? Puis, on faisait passer un petit peu au volume qu'on va falloir faire aussi cet hiver, où est-ce que j'ai déjà passé 8-9 heures dans mes bottes de ski, tu sais. Ça fait partie ça va faire quand même partie de l'entraînement. Faire comme, ah ouais, je peux monter à First, ça me prend 30 minutes, mais c'est une affaire. Tu es capable de regarder c'est ça, monter pendant 8-9 heures, regarder tes bottes dans les pieds, puis sans nécessairement faire comme, hey, là, je me sens plus les pieds, tu sais. Ça en fait quand même un bon défi, mais overall, je pense que ça va être intéressant, puis ça va être à suivre dans les prochains épisodes, puis je vous dirai comment ça va, mon développement de capacités cardio. Moi, je suis sûr qu'on va quand même continuer de devoir dans le gym à t'entraîner. Bah oui, c'est sûr. Je pense pas que tu prendrais le risque d'arrêter justement de faire des mouvements fonctionnels. Non. Parce que tu t'as compris et tu le sens sur toi-même. Donc, si toi déjà en partant, tu le fais et en plus, tu es le propriétaire du gym, c'est comme un signe. C'est comme un signe que c'est pas mal la bonne route à prendre, me semble. Ouais. Puis en même temps, là, je profite de cet épisode-là, je prends vos services, là. Mais je vous partage mon plan un peu pour la prochaine année. Là, cet été, je vais continuer quand même à venir plus souvent au gym, genre 3-4 fois. Cet été, l'objectif, c'est de réintégrer la course. Parce que l'été passé, j'ai couru quand même pas mal, puis j'haïssais pas ça, je trouvais ça quand même cool pour améliorer un peu mon cardio, mais je vais surtout faire un petit peu plus d'aller chercher du dénivelé. Parce que c'est vrai, quand j'ai fait une course avec Simon, on a fait comme moi. On a fait comme les 3 sommets offered, peu importe. Puis ça faisait comme un 900 mètres de dénivelé. Puis à la fin, je trouvais ça un peu... J'étais pas fatigué, c'est juste que j'allais pas vite. Je ressentais pas nécessairement le fait que j'étais plus capable d'avancer, mais c'est juste que fallait juste que j'aille vraiment pas vite. C'était plus tough avancer. Je voyais Simon à côté de moi que lui, il pouvait courir en montant. Moi, j'étais comme... Vas-y, man, parce que moi, je vais juste faire pout, puis ça va y aller tranquillement. J'arrêterai pas. Mais je pourrais pas avoir une certaine vitesse comme lui avait déjà fait. T'sais. C'est là où est-ce que je vois comme la grosse différence. Puis je pense que d'augmenter aussi, d'aller chercher justement du dénivelé, ça va aider aussi pour justement le volume plus spécifique. Mais je sais que j'ai pas le choix d'arrêter à venir faire ici, puis faire de la muscu au niveau des jambes, puis garder un certain minimum de force. Parce qu'on entend pour monter la côte, tu as besoin plus de muscles dans les jambes pour faciliter, pour améliorer, si on veut, ton power output, là, tu sais. Fait que le deuxième, où est-ce que là, tu me retrouves devant un choix de faire comme, est-ce que je gagne en force ou je diminue en poids? Parce que si je garde la même force puis je diminue en poids corporel, ben là, mon output va être plus élevé. Moi, je garderais en force. Je n'augmenterais pas ma force, mais je ferais un maintien de force. Ouais. Pour aller chercher après ça, comme tu dis, le dénivelé. Là, il semble que c'est dans les Alpes. Tu vas aussi avoir des différences d'oxygène disponibles pour toi, juste dans l'air que tu vas respirer. Fait qu'il va falloir que tu te prépares à ça. Fait que pour pouvoir faire ça, augmenter donc l'intensité que tu mettrais pour augmenter ta force, en intervalle, en charge, en répétition, tout ce que tu veux, là, ben, tu vas faire la même chose dans ton endurance et dans ton capacité cardiovasculaire pour tenter de créer d'avoir un entraînement, une routine qui te crée beaucoup de myoglobine, justement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent avec les Jeux olympiques où les athlètes ils partent en altitude, justement, pour développer ça. Et en fait, c'est de l'EPO naturel. On va peut-être besoin de 10 jours, dans le fond. Il me semble, si je me souviens là, des études, là, c'est 10 jours en altitude, puis ça donne l'EPO naturel, comme tu dis, pendant 3 jours, de quoi de même. Fait que si tu irais t'entraîner pendant 10 jours de temps avant que tu ailles faire ça, en altitude, tu verrais un gain genre significatif qui fait que si tu réussis à le réutiliser en dedans de 3 jours, tu as fait comme ton EPO naturel, tu es drogué, entre parenthèses, naturellement. Puis c'est legit, là, tu sais, je sais comme moi qui te dis, tous les Olympiens le font, les cyclistes du Tour de France le font aussi. Bémol, mais bon. Il y a beaucoup de joueurs de soccer qui le font aussi. Ouais. Juste pour pouvoir sprinter toute une match. Mais tu sais, les gars, on va prendre la NFL, là, quand ils vont jouer à Denver. Là. Juste quand ils vont jouer à Denver, les gars de l'extérieur, ils arrivent
tout le temps une semaine à l'avance, quasiment, pour être capable de s'acclimater au changement d'altitude. Puis c'est proche. Là. Oui, il y a un bon dénivelé, mais même eux, ils le font. Fait que rendu là, c'est quand même plus... Ça pourrait être bénéfique de trouver le moyen de travailler avec ça pour être capable de t'aider au bout de la ligne. C'est prendre ces principes-là, et puis une fois que ta préparation de base sera faite, qui est encore maintenant, plus tu vas te rapprocher de l'événement, plus tu vas commencer à sortir de cette préparation de base qui va être un peu plus spécifique pour que tu puisses enjoy cet event-là. Mais si les gens n'ont pas un event spécifique, je pense que la bonne balance des deux, c'est ce qui te permet de garder ça à l'année longue. Donc, tu ne dois pas spécialement piquer à un certain moment de ton année. Puis, tu sais, je fais un peu de pouce là-dessus aussi. Pour ceux qui font de l'entraînement fonctionnel, ou est-ce que, tu sais, je parle vraiment par expérience, mais l'année passée, puis tu sais, tout l'hiver, je faisais vraiment plus de, tu sais, justement, de ski de randonnée. Puis l'été passé avec la course à pied, j'ai vraiment vu un impact quand même assez positif sur aussi mon training, sur mes résultats d'entraînement fonctionnel. Ou est-ce que, tu sais, je veux pas avec le cardio, puis c'est avec Chris Sanger aussi que je l'écoutais sur ces affaires-là, il disait, oui, tu améliores ta capacité physique, mais tu améliores aussi tes capacités cellulaires à faire le transfert d'énergie. Fait que tu entraînes tes cellules aussi à mieux transférer l'énergie, à mieux transférer l'oxygène. Fait qu'au final, tu te rends compte que dans les trainings ici qu'on faisait, ben je gagnais quand même en capacité cardiovasculaire parce que ma récupération entre justement quand on faisait des IMOM ou whatever, ben je récupérais juste plus vite encore. Tu sais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que je trouvais vraiment cool de l'intégrer et que je voyais un impact significatif. Fait que je me disais, c'est quoi la recommandation que je ferais à quelqu'un qui fait comme moi je vais améliorer mon cardio aussi, ben fais-en au moins peut-être 1 à 2 sorties de peut-être jamais plus long, tu sais, un 30-45 minutes, 1 à 2 fois par semaine, ça va quand même avoir un impact significatif selon moi, plus que si tu te fais juste taper des burpees non-stop. Ah bah oui. C'est à un moment donné, si c'est la course que tu aimes, il va falloir aller rechercher ta capacité cardiovasculaire et ton endurance au travers du sport de la course. Ouais, ça c'est certain que on n'est pas occupé à dire de venir à 100% dans le gym, mais qu'il faut pouvoir trouver la bonne balance. La semaine passée, j'ai eu un client qui s'appelle Alexandre Côté, je pense, celui qui vient très souvent le matin. Et on a fait une séance à 2 où on a passé la séance devant le tableau parce qu'il voulait avoir un plan. Ce monsieur a comme 51 ou 52 ans. Ouais. Et il m'a montré ce qu'il faisait. Il vient 6 fois dans le gym, voire presque 7 fois par semaine, et il rajoute 3 à 4 sorties de course. Et il me disait, tiens, j'adore faire du CrossFit, mouvement fonctionnel, j'adore ça. J'aime aller courir parce que ça me permet de me vider la tête aussi, puis j'aime le sport, courir à l'extérieur, j'aime ça. Mais par contre, je suis vraiment fatigué. Et donc, comment est-ce qu'il fallait faire? Le premier truc, c'était de diminuer son volume d'entraînement. On va d'abord se reposer un peu, mais sans couper sa course et en jouant avec du CrossFit. On est passé de 6 fois à 4 fois avec du CrossFit, mais avec des entraînements plus spécifiques, en observant la programmation que Marc a, en allant rechercher justement quels sont les jours les plus opportuns à venir ou à ne pas manquer. Tu sais, si tu vois du lifting, viens. Si tu vois de la gymnastique en force, viens. C'est quand même relativement efficace et bon pour toi, surtout à son âge, où les pertes de force sont un peu plus rapides. Ouais. Mais ces entraînements de course à pied, on les a diminués de 4 à 3 et j'ai pris les mêmes distances ou les mêmes temps de sortie qu'il avait et je les ai transformés. Par exemple, il avait un 5 km, et bien au lieu de faire juste son 5 km, ce que je vais lui demander de faire, c'est, regarde, tu vas partir 30 minutes, tu vas me donner quelle distance tu es capable de faire. Et on va faire ça sur 6 semaines où tu vas commencer. Donc, anyway, au tableau, j'ai défini des entraînements qui allaient pouvoir l'aider aussi justement à améliorer sa capacité cardiovasculaire et son endurance. Les deux choses sont importantes. Fait que il va surtout pas s'arrêter de venir dans le gym, mais je suis très très curieux de voir dans 6 semaines. En fait, je suis curieux de voir à quel niveau il va être content, parce que c'est sûr qu'il va être content. Ça va l'améliorer. Ouais. Parce que tu sais, ça peut passer à Alex, c'est comme tu dis 51 ans. Je pose la question, est-ce que sur la longévité, est-ce que c'est mieux de privilégier quelqu'un qui fait du cardio ou quelqu'un qui fait de la muscu? Ça, c'est même plus un débat, là. Je dirais, les gens qui sont plus forts vivent mieux. Ouais.
C'est vraiment ça. On parlait des discapacités physiques là, dans plusieurs podcasts, puis elles sont toutes importantes et essentielles. On ne peut pas en donner... Moi, j'essaierais de ne pas en perdre une, mais s'il fallait en mettre en priorité, là, si c'était pas toutes sur une ligne, mais il y en avait juste 2-3 qui étaient flagués pour dire « OK, let's go », moi, j'en mettrais 2. Ce serait la force et la flexibilité. Parce que, comme on disait il y a quelques minutes, le cardio, on va toujours pouvoir le ramener. Donc, on peut se permettre de faire des petites pertes de cardio pour le ramener plus facilement que la flexibilité. Moi, je suis le premier coupable pour ça, par exemple. Et la force ensemble, ces deux choses-là, si tu peux les garder le plus longtemps possible, tu vas gagner sur quelqu'un qui est, par exemple, très, très bon dans son endurance et son cardiovasculaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne va mal vivre, hein, bien sûr. Si on comparait les deux, tu vas gagner plus, j'imagine, avec la force. Enfin, j'imagine, avec la force, c'est sûr, que l'inverse. Toi, Marc, c'est quoi ton... Non, je suis vraiment d'accord avec ça. Le meilleur exemple, c'est les personnes âgées, à un moment donné, quand ils n'ont pas assez de force musculaire, c'est souvent les hanches qui lâchent ou les genoux, il arrive des accidents où c'est les pires moments, c'est qu'ils n'ont pas assez de masse musculaire pour soutenir leur propre corps, pour être capable de faire une certaine activité. Puis un exemple que j'ai eu proche de moi, ça a été mon grand-père. Mon grand-père, il est tombé dans les marches dans un stade de football, puis sa hanche, elle a fracturé. Il était dans, je pense qu'il avait 72 ans, si je me trompe bien, là, je ne suis pas sûr à 100% de son âge, mais c'était carrément ça. Il avait une bonne santé du cœur, il allait marcher, là, il habitait à Montréal, puis il se déplaçait qu'à pied. Très rarement les transports en commun parce qu'il aimait ça prendre l'air et bouger. Fait que comme le cardio pour l'âge qu'il avait, tout ça, A1. Mais niveau musculaire, il n'y avait rien pour le renforcer, pour s'aider à renforcer. Puis ça a fait que ça a créé malheureusement cet accident-là. Puis c'est un accident anodin. Là. Il a glissé dans les marches. Puis je veux dire, il a tombé, il a pris une bonne débarque pour son âge. Puis ça a été la hanche qui a lâché. C'est sûr qu'il y a plus de muscles à ce moment-là, plus de capacité musculaire, mais il aurait été capable probablement de se retenir ou peut-être de juste pas manquer la marche, puis d'avoir la force pour ça, de rester debout et tout ça. Donc, c'est là, tant qu'à moi, c'est là qui vient le plus important. Puis Mike a raison d'amener la flexibilité aussi. Puis j'en suis autant coupable que lui. C'est quelque chose que malheureusement, je tente de moins négliger, mais c'est quelque chose que j'ai quand même négligé. C'est quelque chose qui va t'aider. Il y a combien il y a de personnes qui arrivent à un certain âge sont plus capables de se pencher vers en avant pour ramasser quelque chose à terre. Autant les grands-parents qui sont plus capables de ramasser leurs petits-enfants ou simplement de dire j'ai de la misère à mettre mes bas à 51 ans. Ben, c'est ça, je saute sur ce que tu es occupé à dire. On est quand même encore relativement jeune et puis ça prend énormément de temps de travailler de la force. Ça prend tellement de temps qu'on a été... On prend presque plus le temps de travailler la flexibilité. Fait que c'est ça, t'es quand même mieux en santé comme ça. Maintenant, le cœur a besoin de travailler, c'est sûr, mais... on l'a dit tantôt, le cœur travaille avec la force. Ouais. Il va travailler, pas pour me faire un marathon, mais il travaille assez pour être capable de me maintenir en vie, puis d'avoir un cœur en santé, puis d'être capable de fournir l'oxygène nécessaire pour faire ma contraction musculaire par la suite. Ben, il est sûr, c'est certain qu'une personne qui aime courir, si cette personne veut courir le plus longtemps possible... c'est-à-dire dans sa vie, pas les plus longues distances, là, donc courir au travers de son âge, il faut qu'il reste fort. Il faut que cette personne reste forte. C'est sûr que le cardio va être important, mais la force, c'est ce qui va lui permettre de continuer de récupérer. Puis on sait, le phénomène de sarcopénie, je pense, qu'il s'appelle, où est-ce que, en fait, notre développement de la force, en mettant la charge, la mise en charge, on améliore aussi la densité osseuse, fait que veut pas en vieillissant, justement, si on veut pas tomber des marches puis se casser une hanche, casser un fémur, sur le long terme, c'est peut-être plus avantageux d'y aller avec la force. Puis si on est capable aussi, je pense que je sais pas si vous suivez Peter Attia, où est-ce que lui, dans le fond, c'est vraiment un docteur qui fait un livre qui s'appelle Outlive, super intéressant. Ouais. J'ai commencé récemment, puis ça qu'il disait, les choses les plus importantes, si on veut vivre le plus longtemps et le plus vieux possible, c'est d'avoir un VO2 max dans la norme, puis masse musculaire, le plus possible, pour avoir une certaine force. C'est comme les deux. Il y en avait un autre, mais ça m'échappe, là. Je reviendrai en détail plus dans un futur rapproché, mais c'est ça qu'il disait. C'est vraiment ça c'est les déterminants les plus importants overall, si on veut vivre le plus longtemps possible, le plus en santé possible. Donc, voilà. Est-ce que Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous trouveriez qui seraient intéressantes à ajouter en termes de cardio ou de conseils par rapport à l'entraînement fonctionnel? Si quelqu'un vient vous voir, fait quand même, moi, je voudrais améliorer mon cardio,
qu'est-ce qu'on peut comme solutionner, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à cette personne-là. Quelqu'un qui fait son sport, c'est l'entraînement fonctionnel, mettons. Dont le sport, c'est le mouvement fonctionnel. Ouais, exact. Mettons quelqu'un qui fait, tu sais, il dit, moi, je fais juste ça, du CrossFit, puis j'aimerais ça, pousser un peu plus là-dedans, j'aimerais ça m'améliorer. Le cardio, c'est une de mes faiblesses. On peut biaiser les entraînements. On peut biaiser s'il veut le faire pour un événement spécifique comme une compétition, on peut alors à ce moment-là planifier par rapport à la date de sa compétition. On peut biaiser l'entraînement pour que ça soit vers sa VO2 max et son cardio, justement. Je sais que moi, par exemple, mon gros défaut sont les burpees. Et il y a quelques années, on s'entraînait pour les Atlas Games, qui était une ancienne compétition au Québec. Et je voyais les entraînements qui arrivaient et je savais qu'il y en avait plusieurs avec des burpees dedans. Et j'étais comme complètement démotivé. Puis j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui étaient autour de moi et qui m'ont dit « Regarde, à chaque jour, on va en faire un peu. » Donc ça m'a permis d'être motivé. Et puis ça s'est pas trop mal passé, mettons, à la compétition. Ça s'est mieux passé que ce que moi je pensais. Fait que tu rajoutes des routines dedans. Tu parles avec ton coach. Donc quelqu'un qui veut améliorer une capacité physique, comme par exemple la capacité cardiovasculaire, ne pas prendre ça à la légère, venir voir un coach. Le coach va être capable de mettre un protocole par rapport à ce que tu fais déjà. Dire que tu ne vas pas devoir faire plus ni moins, peut-être ajuster, mais venir dans le gym, t'entraîner spécifiquement, peut-être faire 1 ou 2 séances privées quand même avec un entraîneur pour comprendre c'est quoi qui va se passer. Ça, c'est quand même quelque chose que les gens bypassent et peut-être devraient porter plus d'importance. Parce qu'on est là, nous, dans la prévention. Fait que, et on a beaucoup de gens qui sont quand même très compétents, qui peuvent aider plus que ce que les gens pensent. Dans les gyms de mouvement fonctionnel, les gens qui sont très passionnés, qui viennent souvent, ont souvent l'impression qu'ils savent, en fait. Tu sais, ils savent. Puis, c'est jusqu'au moment où on a une conversation avec des entraîneurs qui on disait « OK, je peux en apprendre plus. » Tu vois, notre capacité ici à l'usine, je pense, c'est que quand on ne sait pas quelque chose, on va chercher l'information à l'endroit où on peut. On ne raconte pas des bêtises, on est capable d'aller chercher nos informations. Et donc, ça vaut la peine. Moi, je dirais ça aux gens, de venir nous voir. Que ce soit ceux qui nous écoutent en dehors, ou bien ceux qui sont déjà nos clients, nos membres chez nous, de ne pas avoir peur de venir jaser avec nous, que ce soit... on peut les aider. L'été va être vraiment très, très cool, justement, encore plus de fun, surtout à Sherbrooke, avec toutes les montagnes qui y a autour, le vélo qu'on peut faire, la course, le trail, tout ça, là, c'est comme... Ce serait un manque de ne pas venir faire l'entraînement fonctionnel. Dommage, ce serait quoi? Moi, c'est l'adaptation en fonction de tes forces et faiblesses. C'est comme Mike dit, je pense que toute l'équipe ici à l'usine, on est qualifié, puis on est en désir de vouloir aider, donc en désir de vouloir connaître plus. Fait qu'on va aller chercher l'information nécessaire pour aider les gens. Puis au bout de la ligne, c'est que tu t'adaptes avec tes réalités. T'sais, moi aussi, là, Mike a parlé de burpees. Je te plais aux burpees. J'haïs ça pour mourir. Quand je vois ça, là, ça me prend... À 6 pieds 4, pas passer des pieds, là. Je comprends, là. Ça me prend 13 étages descendre, ça m'en prend 28 pour remonter avec l'ascenseur, mais au bout de la ligne, c'est de travailler sur ses faiblesses puis d'adapter. Donc, ça pourrait être aussi simple que dans un workout, on arrive, il y a un certain poids à lever, il y a un mouvement d'haltéro à lever avec de la machine ou quoi que ce soit, mais là, la personne qui va améliorer son cardio, mais on va peut-être dire, regarde, 10 minutes à charge, tu es capable de la lever si on le sait déjà. C'est pas sur ça que tu focuses, c'est que tu as le maximum d'énergie pour ta machine, pour tes burpees, pas que jump over exemple, quoi que ce soit. Donc, c'est d'adapter, mais ça, pour être capable de faire ça, il faut que tu aies une certaine base, il faut que tu aies une certaine connaissance de coach. Je pense que c'est ça où est-ce que là, nous autres, les coachs, on vient vraiment aider. Autant ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans le game, je peux me permettre de dire ça, puis autant les nouveaux. C'est plus souvent les nouveaux qui font venir nous voir parce qu'ils sont curieux, puis ils se disent « je connais rien à ça, je vais y aller », puis les plus vieux sont un peu plus réticents, puis je pense que c'est une réalité dans n'importe quoi. Comme les plus anciens, c'est toujours ceux-là les plus toughs à convaincre. Puis le but, c'est pas de les convaincre qu'on a la science infuse ou quoi que ce soit, c'est juste de dire hey, on est là pour aider. Genre, utilise les gens autour de toi pour t'aider. Puis moi, le premier, je l'ai fait. J'ai demandé des conseils à des gens autour de moi pour pouvoir m'aider dans ma capacité de CrossFit quand j'étais 100% focus là-dedans. Puis je l'ai fait dans d'autres sports. Je le fais au golf.
Je le demande au monde autour de moi qui sont meilleurs que moi au golf. Là, je suis pas bon. Je suis pas un expert. C'est très ordinaire. Tu sais, je suis un joueur du dimanche, là, puis j'aime ça, puis ça me relaxe, mais j'aime ça performer. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai demandé de l'aide. À perfectionner ma swing, à comprendre le jeu, à faire ça, à jaser, puis ça a fait que j'apprécie encore plus ça. Tu sais, au bout de la ligne, je pense que c'est comme ça que les gens doivent voir ça. C'est pas juste de dire je vais améliorer ma capacité, c'est de dire je veux aimer encore plus ce que je fais. Puis comment t'aimes encore plus ce que tu fais, c'est quand t'es de plus en plus meilleur, de plus en plus bon dans chaque aspect de ton activité / ton sport que tu fais. C'est pas nécessairement, mais c'est pas nécessairement parce que c'est comme hey, je vais améliorer mon cardio, je vais me taper 30 minutes de bike après mon training. C'est juste des fois ajuste ton training comme il faut, puis ça va être en masse. Pas obligé d'arriver 20 minutes avant, puis juste comme jogger autour de la bâtisse. Juste parce que tu fais comme je vais améliorer mon cardio. Non, c'est pas parce que t'en fais plus. C'est juste fais-le mieux. T'sais. Parce que t'aurais beau aller frapper 4 heures des balles dans le range, si tu fais pendant 4 heures le même mauvais swing, ça n'améliorera pas. T'sais. Ouais, mais l'avantage de venir voir un entraîneur privé, c'est un petit peu comme quand on fait du mountain bike. Les vélos restent tout l'hiver dans le garage et juste avant la saison, tu le prends ton vélo, tu l'amènes au technicien. Puis le technicien, il check tout. Là, que tout aille bien pour toi, pour que tu ne casses pas le vélo, que tu ne te plantes pas. Bon, c'est un peu la même chose. Viens parler avec ton entraîneur, book une séance ou un package de séances et apprends-y. Là, c'est quand même un bel investissement qui va te permettre d'enjoyer ton été sur les sports, la course à pied, le vélo, tout ce que tu veux. Là. Bien mieux que si tu le faisais pas. C'est aussi simple que ça. Fait que si on se faisait un petit wrap-up, un petit résumé. Là. Fait que l'entraînement cardio, juste de faire l'entraînement cardio, c'est quand même c'est pas mauvais, c'est un bon départ. Si tu veux améliorer tes performances en cardio, viens faire un petit peu de muscu à travers ça. Si suite à ça, si ça reste toujours dans l'optique de c'est quoi ton objectif, est-ce que tu veux performer dans une course à pied, dans une course de vélo, ou si tu veux plus performer dans muscu, ou si tu fais comme moi je veux juste être en santé, c'est sûr que l'entraînement fonctionnel, tu vas faire un peu des deux en même temps. Puis c'est ça qui va te permettre de faire, comme on dit aussi depuis le début, de sortir du gym puis d'être capable de faire n'importe quoi. Tes capacités ne seront pas limitées nécessairement en termes de cardio. Mais peut-être comme on disait aussi au début, c'est que tu vas être capable de courir ton 10-20 km, mais ça se peut que tu sois un petit peu plus pété que niveau articulation, niveau résistance musculaire que tu n'as pas fait. Mais ça veut dire que tu vas quand même tu vas avoir les capacités de faire ton 10 km. Autant physiquement, cardio que mentalement, comme on a dit aussi. Versus quelqu'un qui n'a pas fait d'entraînement fonctionnel et qui me dit moi, je vais aller faire 10 km de course. Ouf, c'est peut-être pas le même impact, c'est pas le même enjeu non plus. Ça va être un peu différent. Je te dirais même que ceux qui font déjà de la course et qui ne font pas encore d'entraînement fonctionnel et qui sentent des petits bobos devraient justement venir dans le gym parce que quand on s'entraîne avec les petits bobos, c'est-à-dire avec les bons mentors, les bons guides qui vont pouvoir, les coachs qui vont pouvoir bien encadrer cette personne, la récupération se fait même plus vite. Fait qu'on peut aider le monde. Ouais. On n'est pas là pour dire qu'on est le sport que tout le monde doit faire. On est là, on a une méthode d'entraînement qui fonctionne pour que, comme tu disais, quand tu sors du gym, tu puisses enjoy n'importe quoi. Et puis, lorsque tu es blessé en dehors du gym, on est aussi le centre de réparation. Ça fonctionne pour de vrai. Là. Exact. Puis, ça fait juste penser en même temps, mais à faire un wrap-up aussi, mais tu sais, vous demanderez à n'importe quel physiothérapeute, n'importe quel... peu importe le rappeur, quelqu'un qui va voir, la plupart des blessures des gens qui vont voir, c'est que je me suis blessé, j'ai commencé à courir, puis je me suis blessé en faisant juste la course. Je pense que c'est assez commun. Quelqu'un qui fait comme moi, j'ai commencé à courir, puis là, rendu milieu de l'été, je fais des périostites, je fais des fasciites plantaires. Pourquoi? T'sais? C'est parce que peut-être ce serait important que tu fasses un petit peu de musculation à travers ça. Fait que, d'où l'importance de quand même faire un peu de muscu à travers ton exercice cardio, puis tu vas voir que ça va faciliter pas mal tout l'ensemble. Fait que on fait juste apporter le sujet brièvement en termes de blessures, parce qu'on va pas développer beaucoup, mais c'est juste une petite parenthèse de fin où est-ce que, tu sais, les blessures, si vous allez voir
quand on va voir nous autres chez Physio Extra, ils disent il y a combien de personnes qui viennent boire à milieu de l'été parce qu'ils sont blessés à cause de course à pied, parce qu'ils ont juste fait ça. Puis nous autres, ben, notre job, c'est d'essayer de réparer l'irréparable. Puis finalement, ils sont arrivés à moitié de la saison, puis là, ils sont limités dans leur course. Fait que là, les gens se demandent quoi faire. Je peux plus courir, ou je suis limité, puis là, qu'est-ce que je vais faire après? Fait que tu vas venir nous voir, puis on va pouvoir t'aider pour mieux préparer tes autres saisons de course, puis mieux t'encadrer là-dedans. Fait que, voilà, ça fait pas mal le tour, je pense, de notre sujet du jour. Très cool entraînement sujet. cardio. Ouais. Très, Puis très cool sujet. voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Merci encore une fois, les gars. Merci, Et on se reparle dans un prochain épisode. Until next time. Merci.